Au nord-ouest du Canada se trouve une vallée où aucune route ne mène. 30 000 km² de taïga, de canyons granitiques profonds de 1000 mètres et de rivières capables de renverser un bateau en juin. Sur les cartes officielles, cet endroit porte des noms que l'on n'attribue généralement pas aux parcs nationaux, la vallée des morts, le ruisseau des têtes coupées, la crête funéraire. Depuis le début du XXe siècle, au moins 44 personnes ont disparu ou trouvé la mort ici. Certaines ont été retrouvées décapitées près de cabanes calcinées. En juin 2005, 2 hommes de Fort Simpson se sont rendus dans cette vallée pour une partie de chasse de 4 jours. David Oretti et Frédéric Hardisty n'étaient ni des touristes ni des novices. Tous deux appartenaient aux peuples autochtones du Canada et étaient considérés comme des chasseurs chevronnés et de fins connaisseurs de la forêt. Pour eux, c'était un terrain familier. 4 jours plus tard, le propriétaire de la cabane revint les chercher et trouva les portes fermées à clé, les provisions intactes, toutes les armes à feu à leur place et des feux qui couvaient tout autour. Les chasseurs eux-mêmes avaient disparu. On les a cherchés pendant près d'1 mois. Le corps de David a été découvert à 4 km de la cabane, dans des buissons épais. Celui de Fred a été retrouvé dans la rivière, à 20 km de là. Les équipes de recherche avaient déjà passé ces 2 endroits au peigne fin auparavant. Mais le plus inexplicable dans cette histoire, ce n'est pas la manière dont ils ont trouvé la mort, mais ce qui s'est passé dans la cabane avant leur fuite. David Oretti avait 60 ans. Frédéric Hardisty, que tout le monde appelait Fred, avait à peu près le même âge. Tous deux vivaient à Fort Simpson, un petit village situé au confluent des rivières Liard et Mackenzie, où la température descend en hiver sous les moins 40 degrés Celsius et où la plus grande ville la plus proche se trouve à plusieurs centaines de kilomètres à vol d'oiseau. Ceux qui les connaissaient disaient tous la même chose. Amis inséparables, ils avaient tous deux grandi dans la forêt et savaient tous deux lire le terrain comme un citadin lit les panneaux routiers. Ils ne se contentaient pas d'aller dans la taïga. La taïga faisait partie de leur quotidien. La chasse, la trappe, de longues expéditions dans des endroits où la plupart des gens ne se rendent jamais de toute leur vie. C'est précisément ce qui a ensuite mis dans l'impasse tous ceux qui ont tenté de comprendre ce qui s'était passé. Lorsqu'un randonneur inexpérimenté disparaît, l'explication est vite trouvée. Il s'est perdu, il n'a pas bien évalué ses forces, il ne connaissait pas les lieux. Mais David et Fred connaissaient bien cette région. Ils savaient comment se comporter face à un ours. Ils savaient qu'on ne survit pas dans la taïga sans armes ni provisions. Ils savaient qu'on ne quitte pas la cabane pour s'enfoncer dans la forêt nocturne les mains vides. Et pourtant, tout porte à croire que c'est exactement ce qu'ils ont fait. La vallée de Nahanni est située dans les territoires du nord-ouest du Canada, dans la région de Deschaux. La rivière South Nahanni, qui a donné son nom à la région, traverse 4 profonds canyons creusés dans le calcaire et le granit au fil de millions d'années. La cascade Virginia Falls se jette dans le vide depuis une hauteur de 96 mètres, soit 2 fois plus haut que les chutes du Niagara. En 1978, la vallée a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'un des premiers sites naturels au monde à l'être. Le parc national couvre une superficie comparable à celle de la Belgique. Chaque année, il accueille entre 800 et 1000 visiteurs. Mais bien avant l'UNESCO et le parc national, cet endroit avait une autre réputation. Le peuple d'Aisne, qui vit dans les environs de la vallée depuis plus de 9000 ans, transmettait de génération en génération des légendes sur la tribu des Nahas. Des hommes des montagnes qui descendaient des sommets, attaquaient les villages des plaines et disparaissaient sans laisser de traces. Un jour, lorsque les guerriers d'Aisne se sont rendus dans les montagnes pour riposter, ils n'ont trouvé que des feux qui se consumaient et des tipis vides. Les Nahas avaient disparu. Une tribu entière, sans laisser d'explication. Certaines parties de la vallée ont alors été considérées comme interdites. Les Dénés les contournaient.
Les Blancs sont arrivés dans la vallée au début du XXe siècle, pendant la ruée vers l'or du Klondike. Parmi les premiers figuraient les frères MacLeod, Willie et Frank, des métis de Fort Laird. En 1904, ils remontèrent la rivière et trouvèrent de l'or. Ils sont revenus avec des échantillons et ont raconté à leurs amis qu'il y avait là une fortune à faire. En 1905, ils sont repartis. Un ingénieur écossais, dont le nom n'a jamais été identifié, les a accompagnés. Personne ne les a jamais revus vivants. 3 ans plus tard, le frère de Charlie MacLeod organisa une expédition de recherche. Sur les rives de la rivière, à l'endroit que l'on appelle depuis lors la vallée des morts, il découvrit 2 squelettes. Tous 2 avaient été décapités. L'un gisait, la main tendue vers son fusil. Le second, à en juger par la position de son corps, s'était levé d'un bond de son lit. L'ingénieur écossais n'a jamais été retrouvé. Les têtes des frères n'ont pas été retrouvées non plus. Depuis lors, le ruisseau situé près de cet endroit s'appelle le ruisseau des têtes coupées. En 1917, on découvrit dans la vallée le corps de Martin Jorgenson, un chercheur d'or suisse. Peu avant sa mort, il avait écrit à ses amis qu'il avait trouvé un filon riche. Son squelette décapité gisait près des restes calcinés d'une cabane. Un fusil, la gâchette enfoncée, gisait dans les cendres. On n'a jamais retrouvé l'or. 10 ans plus tard, presque au même endroit, on a découvert le corps d'un chercheur d'or en fuite, surnommé Yukon Fisher, décapité, près d'un campement incendié avec un fusil fondu par la chaleur. En 1945, un mineur anonyme originaire de l'Ontario fut retrouvé dans un sac de couchage près d'une tente calcinée. Lui aussi sans tête. Il y avait aussi ceux qui disparaissaient tout simplement. En 1928, le chercheur d'or Angus Hall s'est éloigné de son groupe et n'est jamais revenu. 2 chercheurs d'or, Joe Maloland et Bill Epier, ont disparu en 1936. Il ne restait d'eux qu'une cabane réduite en cendres. Une femme du nom d'Annie Laferte s'est perdue dans la vallée en 1926 alors qu'elle chassait. Quelques mois plus tard, un chasseur local surnommé Big Charlie a affirmé l'avoir vue. Elle escaladait une paroi rocheuse, entièrement nue, visiblement hors d'elle. Personne ne l'a revue depuis. Des corps décapités, des cabanes incendiées, de l'or disparu. Au milieu du XXe siècle, cette récurrence était devenue évidente, même si personne ne pouvait l'expliquer. Les journalistes ont donné à la vallée le surnom de « vallée des sans-têtes ». Et celui-ci s'est imposé plus que n'importe quel nom officiel. La police attribuait ces décès au climat rigoureux, aux ours et à la cupidité humaine. Les Danes secouaient la tête et répétaient « Nous avions prévenu ». La cabane, où David et Fred étaient arrivés le 12 juin 2005, appartenait à leur ami Rod Gunderson. Elle se trouvait au bord de la rivière North Nahanni, à 125 km au nord-ouest de Fort Simpson. Une cabane en rondin, solide, qu'ils connaissaient bien tous les deux, ils y étaient déjà venus auparavant. Gunderson les avait conduits sur place, s'était assuré que tout allait bien, puis était reparti. Le programme était simple. 4 jours de chasse, puis le retour de Gunderson le 16 juin pour les récupérer tous les deux. La cabane contenait tout le nécessaire pour une expédition en toute tranquillité. Des provisions, du bois de chauffage, des armes à feu. C'était un mois de juin frais dans les territoires du Nord-Ouest, où le soleil ne se couche presque jamais, mais où la température peut descendre suffisamment bas la nuit pour qu'il fasse vraiment froid sans abri. La rivière, près de la cabane, charriait des eaux glacées provenant des versants montagneux. Tout autour, à perte de vue, s'étendait un épais maquis, ce fameux « thick bush » que les équipes de recherche devront par la suite traverser péniblement pendant des semaines. David et Fred étaient sur place. Les armes étaient à portée de main. La nourriture ne manquait pas. La cabane était solide. Tout semblait exactement comme cela devait être pour le début d'une partie de chasse habituelle de 4 jours,
à laquelle ils s'étaient préparés toute leur vie. Le 16 juin, Rod Gunderson est retourné à la cabane, comme convenu. Les portes étaient fermées à clé. Gunderson les a ouvertes et a constaté que tout était resté à sa place à l'intérieur, la nourriture, le bois de chauffage, le matériel. Les fusils de chasse étaient appuyés contre le mur. Il n'y avait aucun mot. À l'extérieur, tout autour de la cabane, les restes de quelques petits feux fumaient encore. On allume généralement ce genre de feu dans un seul but, effrayer les bêtes. La fumée s'élevait encore, ce qui signifiait que le feu avait été entretenu peu de temps auparavant. David et Fred n'étaient ni dans la cabane, ni à proximité. Aucun indice ne permettait de savoir où ils étaient signalés partis. Aucune raison apparente n'expliquait pourquoi deux chasseurs expérimentés auraient abandonné tout ce qui leur assurait leur survie pour s'enfoncer dans la taïga, les mains vides. La famille Gunderson a signalé sa disparition. Le 18 juin, 2 jours après que Gunderson eut découvert la cabane vide, la Gendarmerie royale du Canada se joignit aux recherches. La GRC, comme on l'appelle couramment, est le service de police fédéral du Canada, chargé à la fois des enquêtes et du maintien de l'ordre dans les régions nordiques reculées. Le poste le plus proche se trouvait à Fort Simpson. De là, il y avait 125 km à vol d'oiseau jusqu'à la cabane de Gunderson, et on ne pouvait s'y rendre qu'en hélicoptère ou par voie maritime. Les premiers jours ont été consacrés à rassembler des gens et à les acheminer sur place. Fort Simpson compte un peu plus d'1 millier d'habitants. C'est un petit village où tout le monde se connaît, et la nouvelle que David et Fred n'étaient pas rentrés s'est répandue plus vite que n'importe quel communiqué officiel. Cette nouvelle avait un goût d'anormal. Ce n'étaient pas des touristes de passage qui avaient disparu, mais des gens d'ici, des gens du coin, qu'on avait du mal à imaginer en situation de détresse. Le terrain autour de la cabane était constitué d'un fourré dense, presque impénétrable, derrière lequel s'étendait la forêt de taïga, s'étendant à perte de vue sans route ni clairière. La rivière North Nahanni coulait tout près, froide, rapide, avec un courant imprévisible. L'air sentait les aiguilles de pin humides et l'argile de la rivière. Les moustiques s'élevaient de l'eau en nuages épais, et vers le milieu de la journée, rien ne protégeait de leur assaut. Parcourir une telle région à pied signifiait avancer lentement, à quelques centaines de mètres à l'heure, en écartant les branches, en enjambant les débris, en perdant de vue son voisin de chêne dès qu'il était à portée de main. La police a mis en place des équipes de recherche. Des habitants de Fort Simpson et d'autres localités de la région de Decho, ainsi que des proches des disparus, dont le frère de Fred, se sont joints à elle. Les berges de la rivière ont été inspectées en canoë et les zones boisées ont été ratissées par des chaînes de recherche à pied. Un agent du département de la protection de l'environnement et des ressources naturelles a apporté une caméra thermique, un appareil capable de détecter le rayonnement thermique d'un corps vivant à travers le feuillage. Les résultats se sont révélés négatifs. 5 jours plus tard, le 23 juin, la GRC a mis fin à sa partie de l'opération. Aucune explication officielle n'a été fournie. Les policiers ont chargé leur matériel et l'hélicoptère est reparti vers Fort Simpson. Les recherches ont été confiées aux habitants locaux et aux proches, qui ont continué à chercher par leurs propres moyens. Pour les familles, ce fut un premier coup dur. La police fédérale s'était retirée sans avoir trouvé ni corps, ni traces, ni explication, après seulement 5 jours de travail. 5 jours pour parcourir 30 000 km² de taïga. Ceux qui sont restés pour les chercher connaissaient le terrain mieux que les policiers. Ils parcouraient les berges de la rivière, s'enfonçaient dans la forêt, fouillaient chaque ravin et chaque fossé. En juin, sous ces latitudes, ce sont les nuits blanches. Le soleil ne se couche presque pas, et l'on peut chercher 20 heures par jour. Les gens cherchaient tant qu'ils en avaient la force, dormaient quelques heures, puis recommençaient. La zone de recherche s'élargissait progressivement. D'abord, les environs immédiats de la cabane, puis 1 kilomètre,
2, 3, 5. Les canoës descendaient le courant de la North Nahanni, inspectant les berges, les bancs de sable, les endroits où la rivière ralentissait et où le courant pouvait avoir rejeté quelque chose ou quelqu'un sur la rive. La cabane avait déjà été inspectée par la police. À l'intérieur, tout était resté intact. Les provisions, le bois de chauffage, les fusils de chasse appuyés contre le mur. Rien n'avait disparu. Les portes étaient fermées à clé lorsque Gunderson revint le 16 juin, ce qui signifiait que la cabane avait été fermée de l'intérieur ou à l'aide d'une clé depuis l'extérieur. Mais la clé était en possession de Gunderson. Cela signifiait donc soit que les hommes avaient verrouillé la porte eux-mêmes et étaient ressortis par une autre issue, soit que la porte était munie d'un verrou qui ne pouvait être actionné que de l'intérieur. Quoi qu'il en soit, ils étaient entrés partis en laissant derrière eux, derrière cette porte verrouillée, tout ce qui aurait pu leur sauver la vie. À l'extérieur, tout autour, on voyait les traces de plusieurs feux, pas un seul, mais plusieurs, disposés tout autour de la cabane. On allume ce genre de feu lorsqu'il faut créer un écran de fumée ou un cercle de feu pour effrayer les bêtes. Un ours, un glouton, un loup. C'est une pratique courante que les deux chasseurs connaissaient parfaitement. Mais cette pratique standard suppose que l'on reste à l'intérieur de l'abri, une arme à portée de main. David et Fred avaient allumé des feux, puis ils avaient abandonné les feux, les armes et la cabane. Le 28 juin, au 16e jour des recherches, l'équipe a découvert le corps de David Oreszy. Il gisait dans un épais buisson, à 3,7 km de la cabane. C'était une zone que les équipes de recherche avaient déjà fouillée, à plusieurs reprises. La végétation y était si dense qu'il fallait écarter les branches à la main pour s'y frayer un chemin, et la visibilité ne dépassait pas quelques mètres dans toutes les directions. Un sauveteur aurait pu passer à 2 pas du corps sans le remarquer. Plus tard, cela devint l'explication officielle de la raison pour laquelle le corps n'avait pas été retrouvé plus tôt. Les broussailles étaient trop denses. L'explication semblait plausible. Mais elle exigeait de croire que des dizaines de personnes qui avaient allé passer des semaines à ratisser les environs étaient passées à côté à maintes reprises. Jonas Antoine, un ami des deux familles et membre de l'équipe de recherche, se trouvait sur place lorsque le corps a été découvert. Il a remarqué un détail que les rapports officiels n'ont pratiquement pas mentionné par la suite. David présentait des traces de brûlures sur les mains et les avant-bras. Antoine l'a par la suite clairement indiqué, Oreszy avait des brûlures sur les mains et les avant-bras. La cause du décès, établie par la suite lors de l'autopsie pratiquée à Edmonton, a été attribuée à l'hypothermie, c'est-à-dire à un refroidissement excessif. En juin, dans les territoires du Nord-Ouest, même si les journées sont longues, les nuits sont suffisamment froides pour qu'une personne sans abri ni vêtements chauds puisse mourir de froid. L'analyse toxicologique n'a révélé aucune trace d'alcool ou de stupéfiants dans l'organisme. Le corps ne présentait aucune blessure par balle. Il n'y avait pas non plus de traces d'attaque animale, ni morsure, ni griffure, ni plaie lacérée. Il restait une question à laquelle l'autopsie n'avait pas pu répondre. Pourquoi un homme aux mains brûlées, connaissant bien la région et sachant survivre dans la taïga, s'était-il retrouvé à 4 km d'une cabane bien chauffée, remplie de nourriture et d'armes, et avait-il gelé à mort? Les recherches pour retrouver Fred se poursuivaient. Après la découverte de David, il était devenu encore plus urgent de retrouver le deuxième chasseur, vivant ou mort. À ce moment-là, l'espoir s'était presque évanoui. Si David, retrouvé à 4 km de la cabane, était mort de froid, Fred, qui n'avait pas été retrouvé du tout, pouvait difficilement avoir survécu 3 semaines dans la taïga sans provisions. Mais le corps n'était pas là, et la famille continuait à chercher. Les équipes de recherche ont élargi la zone de recherche en concentrant leur effort sur la rivière. À cet endroit, la North Nahanni présente un courant rapide et froid, capable de transporter un objet ou un corps sur une distance considérable en l'espace d'une journée.
En juin, l'eau est trouble à cause de la fonte des neiges de montagne, et il est pratiquement impossible de distinguer quoi que ce soit sous la surface. Les berges ont été inspectées à nouveau, en s'éloignant cette fois de la cabane sur 10, 15, 20 km en aval. Les canoës avançaient lentement, les hommes scrutaient chaque bras mort, chaque embâcle de branches, chaque banc de sable où le courant aurait pu rejeter un corps sur la rive. Le 5 juillet, près de 3 semaines après le début des recherches, un chien policier a été acheminé depuis Grand Prairie, en Alberta. Cela signifiait que la GRC s'était à nouveau jointe à l'enquête, bien que de manière limitée. Le chien a été amené sur les lieux, mais les recherches menées avec son aide n'ont donné aucun résultat. Le 8 juillet, 22 jours après sa disparition, l'équipe de recherche a retrouvé le corps de Frédéric Hardisty. Il flottait dans la rivière North Nahanni, à environ 20 km de la cabane. Le courant à cet endroit était suffisamment fort pour emporter le corps, mais suffisamment visible pour qu'on puisse l'apercevoir depuis la rive ou depuis un canoë. Et c'était la deuxième fois que le corps était retrouvé à un endroit qui avait déjà été inspecté. Les équipes de recherche avaient parcouru cette partie de la rivière à plusieurs reprises, en canoë et à pied le long de la rive. Le corps n'y était pas. Puis, il est apparu. Il y avait 2 explications possibles à cela. Soit le corps était resté tout ce temps sous l'eau ou dans les broussailles près de la rive, invisible pour les sauveteurs, et avait refait surface plus tard. Soit il avait été amené par le courant depuis un autre endroit après que ce tronçon eût été inspecté. Les 2 explications étaient plausibles. Aucune ne dissipait le sentiment que la rivière avait rendu Fred selon son propre calendrier. L'autopsie, pratiquée à Edmonton, a permis d'établir la cause du décès, la noyade. Comme dans le cas de David, les analyses toxicologiques se sont révélées négatives. Aucune blessure par balle n'a été constatée. Aucune trace d'attaque par un animal n'a été constatée. Aucune trace de lutte n'a été constatée. 2 corps. 2 façons différentes de mourir. L'un est mort de froid, l'autre s'est noyé. Tous 2 ont été retrouvés dans des endroits qui avaient déjà été fouillés. Aucun ne présentait de traces de violence, ni d'alcool dans le sang, ni de blessures par balle, bien que la cabane d'où ils étaient vantés sortis ait été criblée de balles. C'est précisément cette cabane qui restait au cœur du mystère. Lors de l'inspection, on y découvrit de nombreux impacts de balles. Le frère de Fred, Robert Hardisty, qui s'était rendu sur place, décrivit ce qu'il avait vu en des termes qui devinrent, par la suite, l'une des phrases les plus citées dans cette affaire. Il a déclaré qu'il y avait des traces de balles partout et qu'il y avait un impact de balles dans le sol de la cabane. Robert était convaincu que ce qui s'était passé dépassait largement le simple fait que 2 hommes, dont l'un était mort d'hypothermie et l'autre par noyade, se soient retrouvés là. Selon lui, il s'était passé autre chose avant cela. Parmi les objets trouvés dans la cabane, on a découvert un t-shirt transpercé de part en part. La balle a traversé le tissu, laissant des impacts d'entrée et de sortie caractéristiques. Or, aucun des corps ne présentait de blessure par balle. Ni David, ni Fred ne portaient ce t-shirt au moment de leur mort. Qui a tiré? Sur qui? Ou sur quoi? L'un d'eux portait-il ce t-shirt au moment du tir et l'a-t-il retiré par la suite? Ou était-il suspendu dans la cabane et a-t-il été touché par hasard? Il n'y avait pas de réponse. C'est là qu'est apparue la première contradiction sérieuse entre les sources. Les uns affirmaient que les impacts de balles se trouvaient à l'intérieur de la cabane, dans les murs, dans le sol, dans le plafond. D'autres, se référant aux propos de ce même Robert, affirmaient que les coups de feu avaient été tirés vers l'extérieur, dans les arbres entourant la cabane, et que les douilles gisaient sur le sol à l'extérieur. La différence est de taille. Des coups de feu tirés à l'intérieur d'un espace clos peuvent signifier de la panique, une lutte, une tentative de défense. Des coups de feu tirés vers l'extérieur, dans les arbres, ressemblent davantage à une tentative d'effrayer quelque chose qui s'approchait depuis la forêt. Dans les 2 cas, la question restait la même. Si David et Fred
ont tiré pour se défendre contre une menace, de quelle menace s'agissait-il? Et pourquoi, après avoir riposté, ont-ils enfermé toutes les armes à l'intérieur de la cabane et se sont-ils enfuis dans la taïga sans armes? Il y avait encore un détail qui ne cadrait avec aucun schéma habituel. Les brûlures sur les mains et les avant-bras de David. L'autopsie officielle les a constatées, mais n'a pas expliqué leur origine. Les feux allumés tout autour de la cabane étaient petits et avaient été dressés à même le sol. On peut se brûler sur un tel feu si l'on tombe dedans ou si l'on tente de l'éteindre avec les mains. Mais les brûlures ne se trouvaient que sur les mains et les avant-bras, pas sur le visage, ni sur les jambes, ni sur le torse. On aurait dit que David avait saisi quelque chose de brûlant ou s'était protégé du feu avec ses mains. Et pourtant, on l'a retrouvé à 4 kilomètres de la cabane. S'il s'était brûlé près du feu, pourquoi n'est-il pas retourné à l'intérieur où il y avait de l'eau, une trousse de secours et de la chaleur? Qu'est-ce qui l'a poussé, les mains brûlées, à s'éloigner de l'abri pour s'enfoncer dans des broussailles impénétrables jusqu'à ce que le froid l'emporte? Fred, quant à lui, a été retrouvé dans la rivière, 20 kilomètres plus en aval. Se noyer dans la Nahanni en juin, où l'eau est glaciale même en été, peut arriver très vite. Le choc thermique paralyse les muscles et le courant fait le reste. Mais cela suppose que Fred soit entré dans l'eau pour une raison quelconque, de son plein gré ou sous la contrainte. Pourquoi un chasseur expérimenté se serait-il aventuré dans une rivière glacée en juin, sans gilet de sauvetage, sans bateau, de nuit? 2 personnes. L'une s'est enfuie dans la forêt et est morte de froid. L'autre s'est enfuie vers la rivière et s'est noyée. Toutes 2 s'étaient enfuies du même endroit, d'une cabane fermée à clé où elles avaient trouvé des armes, de la nourriture et de la chaleur. Toutes 2 se sont enfuies dans des directions opposées. Toutes 2 ont trouvé la mort. La GRC a inspecté la cabane et a fait transporter les 2 corps à Edmonton, la capitale de l'Alberta, située à 1500 km au sud, pour y subir une autopsie. Les corps ont été acheminés par avion. Les conclusions ont été succinctes: hypothermie et noyade. Toute hypothèse criminelle a été écartée. Les tests de dépistage de drogue et d'alcool se sont révélés négatifs. Aucun signe de mort violente n'a été constaté. L'affaire n'a pas été classée comme un meurtre. La formulation « toute hypothèse criminelle est exclue » signifiait que, selon l'enquête, les 2 hommes étaient décédés de causes naturelles. L'hypothermie et la noyade ne nécessitent effectivement l'intervention de personne. Mais cette formulation n'expliquait pas les circonstances qui avaient conduit à l'hypothermie et à la noyade. Elle constatait le résultat, mais pas la cause. C'est comme si un rapport sur un accident d'avion constatait que l'avion s'était écrasé, sans expliquer pourquoi il s'était écrasé. Pour la police, l'affaire était en fait close. La phase active des recherches avait déjà été suspendue le 23 juin, avant même la découverte du premier corps. La nouvelle intervention avec un chien policier, le 5 juillet, ressemblait davantage à un geste symbolique qu'à une véritable opération. Après la découverte du corps de Fred, le 8 juillet, l'enquête a été close. Pour ces familles, l'histoire ne faisait que commencer. La sœur de David, Rosemary Gill, a exprimé ce que ressentaient tous les proches. Comment 2 hommes ont-ils pu mourir, tous les 2, en l'espace d'un week-end, l'un dans la rivière et l'autre dans la forêt? Elle a ajouté que cela ne lui donnait pas de répit et que cette affaire restait en suspens. Le demi-frère de David, Joseph Oresi, a récupéré les rapports du coroner et s'est rendu avec ceux-ci au poste de la GRC à Yellowknife. Il souhaitait que l'affaire fasse l'objet d'une nouvelle enquête. Les familles avaient déjà déposé une plainte contre la police en 2005. La GRC avait mené une enquête interne et n'avait constaté aucune irrégularité dans ses agissements. Malgré des demandes répétées, la police n'a jamais confirmé si l'affaire avait été rouverte. Jonas Antoine, ce membre de l'équipe de recherche qui avait été le premier à remarquer les brûlures sur les mains de David,
a déclaré par la suite qu'il restait trop de questions sans réponse dans cette affaire. Il connaissait personnellement les deux hommes. Il savait de quoi ils étaient capables dans la forêt. Et c'est précisément pour cette raison qu'il ne pouvait accepter la version selon laquelle deux chasseurs chevronnés auraient abandonné leurs armes et leur nourriture, verrouillé la cabane et seraient partis mourir. Officiellement, les causes du décès avaient été établies. Officieusement, rien n'avait été expliqué. Ni les feux de camp, ni les impacts de balles, ni les armes cachées, ni les brûlures, ni les corps retrouvés à des endroits où ils n'étaient popos qu'auparavant. Le rapport du médecin légiste décrivait de quoi David et Fred étaient pas morts. Il ne décrivait pas pourquoi. L'affaire restait formellement classée et, dans les faits, non résolue. Dans l'un de ces endroits où les affaires non résolues s'accumulaient depuis plus d'un siècle. Une fois l'enquête officielle terminée, alors que des questions restaient en suspens, les hypothèses ont comblé ce vide. Elles ont été avancées par des proches, des journalistes, des internautes sur des forums, des auteurs de podcasts documentaires et de simples personnes que cette histoire ne quittait pas. Chaque hypothèse expliquait une partie des faits, mais aucune ne les expliquait tous. La position officielle de la GRC et des médecins légistes était que les deux hommes étaient décédés de causes naturelles, sans intervention criminelle. David est mort d'hypothermie, Fred s'est noyé. Les tests de dépistage de drogue et d'alcool se sont révélés négatifs. Aucune trace de violence n'a été constatée sur les corps. Cette version s'appuyait sur les résultats de l'autopsie réalisée dans un laboratoire agréé d'Edmonton et, d'un point de vue purement médical, elle était irréprochable. Les corps ont effectivement révélé ce qu'ils ont révélé. L'un est mort de froid, l'autre s'est noyé. Mais tout le reste restait en dehors du cadre du rapport médical. La fusillade dans la cabane, les feux de camp tout autour, les armes sous clé, les brûlures, la fuite de deux personnes expérimentées dans la forêt nocturne, les mains vides. La version officielle décrivait la cause du décès, mais ne mentionnait pas ce qui y avait conduit. L'une des hypothèses les plus discutées était celle d'une attaque par un animal sauvage. Le parc national de Nahanni abrite à la fois des grizzlies, des ours noirs, des loups et des gloutons. Pour un chasseur de Fort Simpson, une rencontre avec l'un de ces prédateurs n'aurait rien eu d'exceptionnel. Selon cette hypothèse, un ours aurait pu s'approcher de la cabane, attiré par l'odeur de la nourriture. Les feux de camp disposés tout autour du périmètre s'inscrivaient dans ce scénario. Ils sont allumés précisément pour effrayer les prédateurs. Les coups de feu auraient également pu être une tentative pour effrayer l'animal par le bruit des détonations. Les partisans de cette théorie ont souligné que les ours des territoires du Nord-Ouest, en particulier les grizzlies, sont capables de faire preuve de ténacité, revenant sans cesse vers la source de l'odeur. L'animal pouvait rôder autour de la cabane pendant des heures, sans réagir ni au feu, ni aux coups de feu, et à un moment donné, les chasseurs pouvaient paniquer et s'enfuir. Plusieurs faits contredisaient cette version. Aucune trace d'attaque animale n'a été constatée sur les corps de David et Fred. Ni morsure, ni griffure, ni plaie déchirée. Un ours qui poursuit un homme laisse des traces. De plus, les chasseurs expérimentés savent qu'il est impossible de fuir un ours. Le grizzly peut atteindre une vitesse de 50 km/h et la fuite incite le prédateur à se lancer à la poursuite. La tactique standard en cas de rencontre avec un ours consiste à se réfugier dans un espace clos, à faire du bruit et, en dernier recours, à utiliser une arme. C'est précisément ce que David et Fred, semble-t-il, ont fait. Ils ont allumé des feux, tiré. Puis ils ont abandonné les feux, les armes et la cabane, et se sont enfuis. C'était tout le contraire de ce qu'enseigne l'expérience de la survie au pays des ours. Une autre version évoquait un conflit entre les chasseurs eux-mêmes. Selon ce scénario, une dispute aurait éclaté entre David et Fred, qui aurait dégénéré en bagarre. L'un d'eux aurait pu enfermer l'autre à l'extérieur, ce qui expliquerait la porte verrouillée.
Tous deux se seraient finalement retrouvés dans la forêt et auraient trouvé la mort séparément. Cette version était la moins plausible. Tous ceux qui connaissaient les deux hommes les décrivaient comme des amis inséparables, si proches qu'il était pratiquement impossible de les imaginer en conflit, ouverts l'un avec l'autre. Les corps ne présentaient aucune trace de lutte. Ni ecchymose, ni écorchure, ni blessure de défense aux mains. De plus, si l'un avait enfermé l'autre à l'extérieur, cela expliquait la fuite de l'un, mais n'expliquait pas pourquoi le second avait lui aussi quitté la cabane en laissant tout à l'intérieur. Une hypothèse tentait de relier les brûlures de David à la noyade de Fred dans une même chaîne d'événements. Selon cette reconstitution, David se serait accidentellement brûlé près d'un des feux allumés autour du campement. Victime de brûlures, il se serait précipité vers la rivière pour rafraîchir ses blessures dans l'eau. Le courant l'a emporté et il a commencé à se noyer. Fred a sauté à l'eau pour le repêcher, mais il n'a pas pu résister à l'eau glacée et s'est noyé. David a réussi à regagner la rive, mais vêtu de vêtements mouillés, en pleine nuit et sans abri, il est mort de froid à 4 km de la cabane. À première vue, cette hypothèse semblait logique, mais elle s'effondrait dès qu'on y regardait de plus près. Les feux avaient été allumés tout autour de la cabane et non près de l'eau. La rivière se trouvait à l'écart de la ligne des feux. Si David s'était brûlé, il lui aurait été plus facile de retourner à la cabane, où se trouvait une trousse de premiers secours et de l'eau plutôt que de courir vers la rivière. Et cette version n'expliquait en rien les impacts de balles dans la cabane, le t-shirt troué et le fait que l'arme soit restée à l'intérieur, derrière la porte verrouillée. Une hypothèse avait été avancée par ceux qui avaient remarqué les impacts de balles et le t-shirt troué. Selon cette hypothèse, la cabane aurait pu être attaquée par des inconnus. Des assaillants armés auraient pu forcer David et Fred à fuir la cabane, après quoi les chasseurs auraient péri dans la taïga, victimes du froid et de l'eau. Dans ce cas, les coups de feu et les feux allumés tout autour de la cabane auraient fait partie d'une stratégie défensive et non offensive. Cette version avait pour elle le fait qu'elle expliquait le principal paradoxe. Pourquoi 2 personnes expérimentées avaient tout abandonné pour s'enfuir? Si elles avaient été chassées de force, elles n'auraient pas eu le choix. Ce qui jouait en défaveur de cette version, c'était l'absence totale d'indices laissant supposer la présence de tiers. La police n'avait trouvé aucune trace d'autres personnes autour de la cabane. L'autopsie n'avait révélé aucun signe de mort violente. Dans un rayon de 125 km autour de la cabane, il n'y avait ni localité, ni campement, ni route. On ne pouvait se rendre à cet endroit que par les airs ou par voie maritime, et personne n'avait signalé la présence d'étrangers. La GRC a envisagé la piste criminelle au début de l'enquête, puis l'a écartée. Cependant, certains critiques ont fait remarquer que la phase active de l'enquête policière n'avait duré que 5 jours et que, pendant cette période, l'analyse criminalistique des lieux n'avait peut-être pas été menée avec suffisamment de rigueur. Une autre hypothèse, liée à un état de conscience altéré, a été évoquée sur les forums et dans les podcasts. Selon cette hypothèse, David et Fred auront pu être exposés à quelque chose qui leur aurait provoqué des hallucinations ou une crise de panique aiguë. Les coups de feu tirés dans la cabane et sur les arbres n'étaient peut-être pas destinés à une bête ou à une personne réelle, mais à une menace imaginaire. Leur fuite dans la forêt sans armes ni provisions s'expliquait par le fait que, dans un état de psychose aiguë ou de trouble panique, une personne agit de manière irrationnelle. Les partisans de cette théorie ont évoqué la rage comme cause possible. La morsure d'un animal infecté, par exemple une chauve-souris, aurait pu passer inaperçue, et la période d'incubation de la rage varie de quelques semaines à plusieurs mois. Les symptômes comprennent l'agressivité, la confusion mentale, les hallucinations et l'hydrophobie. Une analyse toxicologique approfondie allait à l'encontre de cette hypothèse, bien que le dépistage standard ne comprenne pas de test de la rage.
La période d'incubation de la rage dépasse généralement largement 4 jours, ce qui signifie que les symptômes auraient dû apparaître avant même le départ. Aucun de leurs proches n'avait remarqué chez David ou Fred des signes de maladie ou un comportement inapproprié avant leur départ. De plus, la rage touche généralement une seule personne, et une manifestation aiguë simultanée chez 2 personnes serait extrêmement rare. Une autre hypothèse concernant cette version évoquait un empoisonnement, du monoxyde de carbone provenant d'un poil défectueux ou des spores d'un champignon toxique. Mais la cabane était bien aérée, et les symptômes d'un empoisonnement au monoxyde de carbone comprennent généralement une perte de conscience, et non une fuite paniquée sur plusieurs kilomètres. Enfin, il existait une version qu'il était impossible de prouver ou de réfuter, et qui s'appuyait moins sur les faits de l'affaire que sur la réputation du lieu lui-même. Depuis plus d'un siècle, la vallée de Nahanni accumulait des récits dans lesquels des gens mouraient de manière tout aussi étrange. Des corps décapités, des cabanes incendiées, des armes abandonnées, des fuites dans la forêt, de l'or disparu. Chaque nouvel incident venait enrichir la légende, et la légende, à son tour, teintait chaque nouvel incident. Les peuples autochtones connaissaient cet endroit bien avant les chercheurs d'or. Leur légende parlait d'une tribu montagnarde, les Nahas, qui avait disparu sans laisser de traces, d'esprits maléfiques habitant les gorges, d'une créature géante que certains appelaient Vahila, d'autres Nakani. Les auteurs et blogueurs contemporains ont repris ces images, faisant de la vallée l'un des paysages maudits les plus célèbres au monde. Les partisans d'une explication surnaturelle mettaient en avant une certaine régularité. Trop de décès sur une période trop longue, des circonstances trop similaires, trop peu de réponses. Ils voyaient dans la mort de David et de Fred la poursuite d'une chaîne séculaire, dans laquelle la vallée emportait ceux qui y pénétraient. Tout ce qui s'oppose à toute hypothèse surnaturelle s'opposait à cette version. L'absence totale de preuves scientifiques et les conclusions des médecins légistes qui avaient établi des causes de décès concrètes et tout à fait terrestres. Mais une observation restait valable. En plus d'1 siècle, il n'y avait pas eu un seul cas dans la vallée de Nahanni où toutes les circonstances d'un décès aient pu être pleinement élucidées. Le temps passait, et l'affaire Oressi et Hardisty tombait peu à peu dans l'oubli. La police n'avait aucune raison de rouvrir l'enquête. Les familles n'avaient même pas les moyens de mener leur propre enquête. La cabane de Gunderson se dressait toujours au bord de la North Nahanni, telle qu'elle était auparavant. Personne ne l'avait démolie, personne ne l'avait clôturée. La forêt autour d'elle continuait de pousser, recouvrant les sentiers et les traces. Les buissons dans lesquels on avait trouvé le corps de David étaient devenus encore plus denses. La rivière charriait ses eaux vers la Liard, puis vers la Mackenzie, et plus loin encore, vers l'océan Arctique. Le lieu où la tragédie s'était produite ne portait aucune trace visible. La taïga s'est oubliée plus vite que les hommes. À Fort Simpson, on se souvenait de David et de Fred. Dans un village d'1 millier d'habitants, 2 décès ne s'oublient pas. Mais se souvenir et savoir ce qui s'est passé sont 2 choses différentes. Les familles vivaient avec un sentiment d'inachevé qui ne s'estompait pas avec les années. Rosemary Gill, la sœur de David, continuait à poser la même question à laquelle personne ne pouvait répondre. Comment 2 hommes avaient-ils pu mourir en un seul week-end, l'un dans la forêt, l'autre dans la rivière, chacun de son côté, tous 2 dans des endroits où on les avait déjà cherchés? Cette affaire n'est pas devenue une affaire classée, au sens policier du terme. Pour la GRC, elle était close, les causes du décès ayant été établies. Mais pour tous les autres, elle restait exactement ce que la police appelle généralement une affaire non élucidée. Un cas dont on connaît le résultat, mais dont on ignore la cause. 13 ans plus tard, en 2018, les familles ont fait une nouvelle tentative. Joseph Oressi, le demi-frère de David, s'est rendu au poste de la GRC à Yellowknife
muni des rapports du coroner, et a exigé une révision du dossier. Il a déclaré que la police avait laissé tomber leur famille et a prié pour que cette affaire aboutisse enfin à quelque chose. Robert Hardisty, le frère de Fred, celui-là même qui s'était rendu à la cabane et avait vu les impacts de balles, l'a soutenu. À ce moment-là, Robert vivait depuis 13 ans avec la conviction que la version officielle cachait quelque chose de plus. Ses propos selon lesquels l'affaire avait une ampleur bien plus grande que la simple mort de 2 hommes, victimes du froid et de l'eau, étaient devenus la phrase la plus célèbre de cette affaire. La Société canadienne de radiodiffusion CBC a publié un reportage sur la visite de Joseph, et l'affaire a brièvement refait surface dans l'actualité. La GRC n'a jamais confirmé si l'affaire avait été rouverte. Malgré les demandes répétées des journalistes, le service n'a pas donné de réponse claire. Les familles avaient déjà déposé une plainte contre la police en 2005, immédiatement après la mort de David et Fred. À l'époque, la GRC avait mené une enquête interne et conclu qu'aucune irrégularité n'avait été commise au cours de l'enquête. 13 ans plus tard, la réponse reste, pour l'essentiel, la même. En parallèle, l'histoire prenait une autre dimension. Sur le forum Reddit, dans la section consacrée aux affaires non résolues, le cas de Horesy et Hardisty a fait l'objet de nombreuses discussions. Les utilisateurs ont analysé chaque détail. La direction des impacts de balles, la logique de la fuite, la nature des brûlures, le comportement des chiens, les distances entre la cabane et les lieux où les corps ont été retrouvés. De nouvelles versions ont vu le jour, les anciennes ont été affinées, certains se référaient aux propos des proches, d'autres établissaient des analogies avec d'autres affaires survenues dans la vallée. Les chaînes YouTube se sont emparées de cette histoire. Mistballen, l'une des plus grandes chaînes anglophones consacrées aux disparitions mystérieuses, a intégré cette affaire dans son épisode sur Nahanni. Le podcast Red Web a analysé l'affaire dans un épisode dédié. La chaîne Exploring with Wade a consacré une série de vidéos à cette vallée. Chaque nouveau récit a élargi l'audience, mais n'a pas apporté de faits supplémentaires. L'histoire s'est enrichie d'interprétations, et chaque interprétation reflétait moins la réalité des événements que ce que le narrateur souhaitait croire. Pour les blogs de cryptozoologie et les amateurs du paranormal, la mort de David et Fred est venue confirmer, à l'époque moderne, d'anciennes légendes. Les chercheurs d'or décapités du début du siècle, la tribu disparue des Nahas, les esprits maléfiques des gorges, le loup géant de Wahila, et voilà que, 100 ans plus tard, 2 chasseurs issus des peuples autochtones qui connaissaient cette terre mieux que quiconque périssent dans des circonstances que ni la police ni la science ne peuvent expliquer. Pour ces auteurs, la boucle était bouclée. Pour les familles, rien ne s'arrangeait. Le parc national de Nahanni accueille toujours entre 800 et 1000 visiteurs par an. La plupart d'entre eux arrivent en hydravion, descendent la South Nahanni en rafting, photographient les chutes Virginia Falls et les canyons que National Geographic a classés parmi les 20 meilleures aventures au monde. Le centre d'accueil de Fort Simpson propose une exposition consacrée à l'histoire, à la culture et à la géographie de la région. La vallée reste un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'un des derniers paysages véritablement sauvages de la planète. Personne n'a toutefois changé les noms de lieux. La vallée des morts, le ruisseau des têtes coupées, la crête des funérailles. Ils figurent toujours sur les cartes, indiquant les endroits précis où des personnes ont trouvé la mort ou ont disparu. 20 personnes ont péri en cherchant le filon d'or perdu des frères MacLeod. Le filon lui-même n'a jamais été retrouvé. David Horesy et Frédéric Hardisty ne figurent pas officiellement parmi les mystères de la vallée. Leur affaire est classée, les causes de leur décès ont été établies. Hypothermie, noyade. Mais dans la cabane au bord de la North Nahanni, à 125 km de Fort Simpson, il reste des impacts de balles que personne n'a pu expliquer. Il reste des traces de feu allumées par des gens qui savaient ce qu'ils faisaient
et qui ont quand même pris la fuite. Il reste des armes derrière la porte verrouillée. Et il reste une question qui hante leur famille et à laquelle personne n'a encore répondu. Que s'est-il passé dans la cabane entre le 12 et le 16 juin 2005 ? Le géologue Frank Henderson, qui a perdu son compagnon dans cette vallée en 1946, a déclaré un jour « Il est tout à fait impossible de nier l'atmosphère sinistre qui règne dans toute cette vallée. Je n'oublierai pas de sitôt cet étrange hurlement incessant du vent. » Depuis lors, le vent n'a cessé de souffler dans la vallée de Nahanni.